Parfait. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats du dernier rapport du Centre pour la conservation des terres. J'aimerais vous mentionner que la rencontre va être enregistrée. Si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être rester en sourdine ou mettre vos commentaires dans les messages. Tout d'abord, j'aimerais mentionner qu'on est réunis aujourd'hui en fait, je suis situé sur des terres autochtones non cédées, connues sous le nom de Montréal, et que les nations autochtones sont depuis longtemps les gardiens des terres qui ont été et continuent d'être un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Donc, je vous invite à réfléchir à l'histoire des terres où vous êtes situés. Les objectifs du webinaire, on va vous présenter un aperçu des résultats de notre dernière étude de faisabilité qui, en fait, a deux sujets principaux. Je vous invite à consulter les études qui sont publiées sur notre site Internet. Je vais vous montrer rapidement où y aller. Donc, si vous allez vers notre site Internet, ici, en français, vous allez dans la section Adaptation et innovation. Si vous cliquez ici, et vous allez tout au bas, vous allez pouvoir cliquer ici et trouver le rapport final en français. Les études contiennent de nombreux détails et on vous encourage à les lire au complet si vous ne l'avez pas encore fait. Ce n'est pas très long, là, ça se lit assez bien. On a fait bien attention d'inclure des citations des différentes personnes qui ont contribué à l'étude pour vraiment que vous entendiez la voix des organismes de conservation, pas seulement la nôtre. Aujourd'hui, on va présenter les deux volets de notre étude, mais je dois mentionner que principalement, on va se concentrer pour nous, les prochaines étapes, ça va être principalement au niveau de la défense de la conservation, donc le deuxième volet de la présentation. Si un financement peut être assuré, on va rechercher des suggestions et des recommandations et ainsi on va essayer de trouver des personnes qui souhaitent contribuer aux prochaines étapes. Donc, on va parler un peu plus tard, on va vous dire comment vous pouvez contribuer au projet. Les deux défis qui sont abordés dans l'étude. Oh, on va mettre ça. Sont connus de longue date et on essaie de s'y attarder et de régler ces sujets-là autant que possible. Tout d'abord, je vais présenter notre organisme. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Centre pour la conservation des terres, on est un organisme à but non lucratif. Et notre but, notre mission, c'est de soutenir la conservation au moyen de la recherche et de développement de politiques pour favoriser des pratiques innovantes et avant-gardistes au Canada. On est une voie indépendante pour renforcer la confiance du public envers la conservation des terres privées au Canada. Et on est les gardiens des normes et pratiques des organismes de conservation. Je vais mentionner rapidement qu'on a récemment mis en œuvre le programme de certification d'excellence en matière de conservation, donc qui est basé sur les normes et pratiques. Et dans le fond, il y a des organismes qui sont invités à participer, des organismes de conservation volontaires, ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, nous, on va travailler à trouver on a une équipe d'évaluateurs bénévoles qui ont été formés pour réviser les pratiques dans votre organisation et vous faire des recommandations sur les choses qui pourraient être améliorées pour que vous rencontriez les normes et pratiques. Donc, ça ne fera pas on va en parler un petit peu pendant la présentation, ce n'est pas le focus principal là, de notre présentation. Je vais je vais me présenter rapidement. Mon nom, c'est Charles. Je suis le représentant pour le Québec du Centre pour la conservation des terres. On a également Bob, qui est notre responsable des politiques, et Sylvain, qui va se présenter plus en détail tantôt, qui est notre expert en assurance. Je dois mentionner que je ne suis pas l'auteur des études, donc si jamais si vous voulez nous féliciter pour notre bon travail, je vais prendre les félicitations.
Mais si vous voulez nous lancer des tomates, je vais vous demander de les lancer sur Bob. Donc, une statistique que je trouve toujours intéressante à mentionner, parce que je pense que c'est pas nécessairement très connu, les organismes de conservation détiennent plus de 2,6 milliards de dollars en actifs, que ce soit des terrains ou des placements. Donc, c'est important de veiller à ce que les organismes gèrent ce patrimoine avec un soutien suffisant pour en assurer la gestion à perpétuité et la protection juridique. Donc, c'est pourquoi on s'attarde plus spécifiquement à ces sujets. Euh, et les organismes de conservation ont constamment identifié la nécessité d'améliorer leur capacité à soutenir leurs opérations, à gérer leurs terres et leurs servitudes et à être mieux préparés et à gérer les conflits juridiques. Et selon eux, c'est un risque qui, évidemment, qui est en croissance parce que plus on continue d'ajouter des terres à notre patrimoine, plus on a de risques qu'il y ait de poursuites. Donc, à propos de l'étude, l'étude met en œuvre des recommandations qui ont été formulées dans un rapport qui s'appelle Protection à perpétuité, qui est également disponible sur notre site Internet. Donc, c'est un peu la façon dont on fonctionne. On fait nos projets de recherche étape par étape, puis on avance, on va plus en détail à chaque rapport. Euh, donc là, on s'attarde au sujet de l'intendance et de la défense juridique afin d'explorer la faisabilité d'une initiative nationale de financement pour les fonds de dotation ainsi qu'un programme d'assurance pour la défense de la conservation. Le projet a été financé par Environnement et Changement climatique Canada. Les recommandations sont fondées sur 6 webinaires, 2 sondages en ligne, la consultation directe des organismes de conservation, des recherches antérieures ainsi que sur des données de l'Agence de revenus du Canada pour les années 2018 et 2021. Euh, il y a environ 38 organisations à travers le Canada qui ont répondu au sondage et plusieurs autres personnes qui ont participé aux différentes consultations. Donc, pour la dotation, la conservation, l'objectif ultime, c'est d'identifier des pistes de solutions pour faire croître les fonds de dotation des organismes et leur permettre d'avoir des budgets d'exploitation annuels qui sont plus prévisibles et avoir une plus grande confiance en la pérennité de leurs activités. Donc, de ne pas toujours être dépendant des aléas, des programmes de fondation, des programmes de subvention ou des donations privées, d'avoir des revenus qui sont plus stables dans le temps pour pouvoir avoir plus de confiance et plus de stabilité dans nos activités. Pour l'étude, on n'a pas seulement regardé les fonds de dotation, on a regardé tous les types de fonds spéciaux, que ce soit des fonds de dotation, des fonds affectés ou des fonds de réserve. La plupart des organismes détiennent plus d'un type de fonds. 97%, ça, c'est les organismes qui ont répondu au sondage. On va voir un peu plus tard là, des statistiques par rapport à l'ensemble des organismes. Ça, c'est un sous-ensemble, c'est ceux qui ont répondu au sondage. 97% ont un fonds de dotation, 69% ont un fonds de réserve, 14% ont d'autres fonds. Donc, il y a quand même beaucoup d'organismes qui ont des fonds pour s'occuper de l'intendance. Souvent, les fonds sont créés pour l'intendance des terres et des servitudes, mais également, ils peuvent être faits à d'autres fins. Donc, des fois, c'est des fonds plus généraux qui peuvent supporter toutes les activités de l'organisation. Donc, le terme dotation désigne un fonds créé pour soutenir l'intendance et les opérations d'un organisme de conservation. Et je me réfère à l'Office québécois de la langue française qui dit qu'un fonds de dotation, c'est un fonds dont le capital est généralement maintenu intact et le capital et les intérêts sont dédiés à certaines utilisations qui sont déterminées par un donateur ou par un programme de financement.
Donc, basé sur les données de l'Agence du revenu du Canada pour 2021, on peut voir ici que sur les 157 organisations dont on a regardé les données, il y a environ 55 qui ont déclaré ne pas avoir d'investissement à long terme. Donc ça suggère qu'il est nécessaire de soutenir les organisations dans leurs efforts pour accroître les investissements à long terme afin qu'ils aient des rendements sur ces investissements qui peuvent fournir des budgets annuels plus prévisibles et plus durables. Euh, Quand on dit ici que ce 55 des fois, c'est des organismes qui n'ont pas de placement à long terme, mais dans d'autres cas, c'est des organismes qui ont peut-être omis euh, de divulguer ces montants-là. Donc, on encourage toujours les organismes à bien remplir leur déclaration à l'Agence du revenu du Canada pour que les analyses soient plus fiables en utilisant ces données-là. Donc, parmi les 38 organisations, l'intendance a été citée comme étant le plus souvent, le plus fréquent des objectifs pour les fonds spéciaux. Donc, l'intendance et la gestion des terres, mais également la défense juridique est un autre objectif très fréquent pour mettre en place des fonds spéciaux. Donc, ça confirme là, les deux sujets dont on traite dans l'analyse sont une grande importance pour les organismes de conservation à travers le pays. Donc, on peut voir que effectivement, là, les organismes en général, ils pensent que ce sont des sujets d'importance et c'est assez important pour mettre des fonds spéciaux de côté euh, en- pour que les fonds soient disponibles pour ces usages-là. Il y a une variété de mécanismes qui sont mis en place pour gérer les fonds spéciaux. Donc, dans plus de la moitié des répondants, c'est-à-dire 53 il y a un comité spécial au sein du conseil d'administration qui s'occupe vraiment directement des placements, qui décide des différents placements. Euh, 42 comptent sur une institution financière, donc c'est les banques, c'est un représentant de l'institution financière qui s'occupe des placements, qui prend des décisions par rapport aux placements, évidemment en consultant l'organisation, mais c'est eux qui font la gestion directe. Et 34 ont un fonds détenu par une fondation communautaire. Et donc, je vous invite, là, si vous avez un organisme de conservation, à réfléchir là, à c'est quoi le meilleur mécanisme pour votre organisation pour maximiser les intérêts qui vont être générés par vos fonds spéciaux. Donc, pour la plupart des organismes, les contributions de donateurs individuels ou dans d'autres cas, un pourcentage là, de 15 à 20 de la valeur des propriétés, ce sont les mécanismes principaux qui sont utilisés pour faire des contributions au fonds de dotation. Ici, on voit le tableau d'en haut, c'est le pourcentage du budget qui provient de fonds spéciaux pour ce qui est des dépenses d'exploitation et d'intendance. Et donc, on voit ici, il y a 42 des organisations qui ont indiqué qu'il n'y a aucune partie de leur budget annuel de fonctionnement et d'intendance qui est financée par un fonds spécial. À l'inverse, il y a 21 des organisations dont le budget d'intendance et d'exploitation est financé à plus de 30 par des fonds spéciaux. Donc, on peut voir ici que les organismes qui sont ici, qui ont 0 de leur euh, budget d'exploitation d'intendance qui est couvert par des fonds spéciaux, ils vont être beaucoup plus dépendants des subventions gouvernementales, des subventions privées, tandis que ceux qui sont plus à droite vont être un petit peu plus indépendants financièrement. Et le tableau d'en bas, c'est les objectifs. Donc, en haut, c'est la situation actuelle. En bas, c'est où est-ce que les organismes voudraient se retrouver dans le futur. Et on peut voir que presque la moitié des organisations aimeraient se rendre jusqu'à 30 au moins 30 de leur budget
d'intendance et d'exploitation qui seraient couverts par des fonds spéciaux qui seraient plus stables dans le temps et qui seraient moins dépendants des aléas économiques. On peut voir ici en haut là, une citation d'un organisme qui dit: On gère beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, beaucoup de projets de rétablissement, mais ces projets sont payés à l'externe avec des subventions et des programmes spéciaux. Nos fonds d'administration ne couvrent généralement pas tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ce travail. Donc, ils ont besoin d'aller chercher plus d'argent pour couvrir des activités comme la gestion des espèces exotiques envahissantes ou des projets de restauration. Donc, on pense qu'il y a un potentiel là, pour qu'il y ait une initiative nationale de dotation, de fonds de dotation pour la conservation. 87% des organismes ont confirmé que ça les aiderait à tirer parti de dons additionnels. Donc, ils pourraient aller chercher plus d'argent pour les fonds de dotation s'il y avait un programme fédéral. Si jamais ils ne sont pas en mesure d'obtenir des dons additionnels, 71% des organismes se tourneraient vers leur budget d'exploitation annuel pour égaler une contribution. Amasser des fonds de contrepartie, ça semble difficile pour certains organismes et c'est important de tenir compte du fait que ce n'est pas tous les organismes là, qui disent avoir besoin d'un programme fédéral. Donc, 13% des répondants déclarent qu'un programme fédéral ne les aiderait pas à obtenir des dons supplémentaires. Donc, il y a d'autres barrières là, qui les empêcheraient d'avoir plus de dons de fonds de dotation. Et 29% ne seraient pas en mesure d'égaler une contribution fédérale à partir de leur budget d'exploitation annuel. Donc, dans notre rapport, on a inclus certaines considérations pour l'éventuelle conception d'un programme national de fonds de dotation pour l'intendance. Donc, on a regardé les paramètres d'admissibilité à d'autres fonds, notamment les fonds pour les organismes de conservation qui viennent du programme de conservation du patrimoine naturel, le Fonds du Canada pour l'investissement en culture. On a regardé ce serait quoi les considérations pour s'assurer qu'il y a un accès équitable aux fonds pour les différentes organisations, les grosses, les petites, ceux qui ont des fonds, ceux qui n'ont pas de fonds existants. Quelles sont les considérations par rapport à la période de demande? Est-ce qu'on est mieux d'avoir des demandes qui sont seulement annuelles, trimestrielles ou des demandes qui sont acceptées n'importe quand pendant l'année? On a regardé un peu c'est quoi le rôle potentiel des fondations communautaires, notamment pour s'occuper des placements des fonds qui proviendraient d'un programme. On a regardé un petit peu les différentes considérations au niveau de la gouvernance, l'administration d'un éventuel programme et comment faire des projections par rapport à l'investissement qui serait requis. Donc, finalement, les recommandations, c'est de mettre en place une initiative nationale de financement de financement de contrepartie pour les fonds de dotation. On a évalué que les besoins étaient environ de 15 millions par année pendant au moins 10 ans, dans le but que les investissements fournissent à peu près 20% du budget d'exploitation des organismes. Donc, après cette période-là, si on dirige bien les fonds, en moyenne, les organismes pourraient couvrir 20% de leur budget d'exploitation à l'aide de fonds spéciaux, de fonds de dotation. Pour permettre un accès équitable aux fonds, on suggère d'envisager de renoncer à l'exigence de contrepartie pour la contribution initiale. Donc, pour les organismes qui n'ont pas encore de fonds de dotation, peut-être que le premier versement, ça pourrait juste être un versement sans exigence de fonds de contrepartie. L'investissement doit répondre, évidemment, il doit avoir des critères là, pour que l'investissement réponde à des normes élevées en matière d'investissement financier. Et on suggère que les organismes pourraient envisager le recours à une fondation communautaire pour les aider justement à bien gérer les fonds de dotation et maximiser le retour sur l'investissement. Mettre en œuvre de solides stratégies de marketing, de communication pour que les organismes soient au courant du programme, mais aussi soient au courant des paramètres du programme. Et on suggère d'envisager de lier
éligibilité à une certification des organismes de conservation ou à d'autres critères de performance là, pour s'assurer que non seulement les organismes ont des bonnes stratégies d'investissement, mais qui sont bien gérées, qui sont solides en général, pour rassurer les investisseurs que les fonds sont entre bonnes mains. Les prochaines étapes, spécifiquement pour le Centre pour la conservation des terres, on va et on va continuer à partager les études avec les gouvernements, les 4 alliances et toute autre personne intéressée. On travaille avec l'Association canadienne des organismes de conservation qui, eux aussi, font la promotion d'une initiative de dotation de 150 millions de dollars auprès du gouvernement fédéral. Je vais prendre une petite pause ici, de voir s'il y a des questions sur ce premier sujet avant qu'on aille au deuxième sujet qui va traiter de l'assurance, protection d'assurance pour les organismes de conservation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro, partager votre question. Ça va? Pas de questions? Donc, on peut continuer. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez toujours les mettre dans le chat ou dans le bouton, en utilisant le bouton Q&A. Parfait. Donc, on saute à l'autre sujet, la défense de la conservation. Vous le savez probablement autant que moi, là, les organismes n'ont aucun moyen de connaître le moment où ils vont devoir se soumettre à une procédure juridique pour protéger une propriété ou une servitude de conservation. Ils ne savent pas combien de temps les négociations vont durer, ça va être quoi la procédure ou les coûts qui vont être associés. Donc, c'est important que les organismes soient préparés à ce genre de problème-là, parce que ça peut arriver à n'importe quel organisme à n'importe quel moment. Et ce qu'on a entendu, c'est que les organismes n'ont pas les fonds suffisants pour couvrir leur défense juridique et qui peuvent représenter des frais considérables là, si une affaire est portée devant le tribunal. Donc, la première évaluation qu'on a faite, c'est on a demandé aux organismes d'évaluer la probabilité des risques d'occurrence de différents types de risques. Donc, dans les lignes ici, on voit les types de risques. Et dans les colonnes, donc de 1 à 5, 5 étant le niveau de risque le plus élevé. Donc, on voit ici les chiffres sont là où les organismes ont dit que les différents types de risques avaient une probabilité plus élevée euh, d'arriver. Donc, on essaie de clarifier les risques et les incertitudes auxquels les organismes pourraient être exposés. Il y a 31 organisations qui ont répondu à cette deuxième enquête-là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de probabilité de risque juridique, si on additionne les catégories 4 et 5, qui sont les catégories de risque le plus élevées, les principaux risques sont ici les intrusions, conflits, dommages ou vols. Donc, on parle de n'importe quel type d'intrusion, que ce soit avec de la machinerie ou pour couper des arbres ou voler du matériel. Euh, Ensuite, on a des problèmes qui découlent d'un changement de propriétaire. La ligne ici. Transfert de titre, et souvent, c'est relié à des contestations de servitude de conservation. Okay? Donc, si on a une servitude de conservation, le propriétaire qui a signé la servitude à l'origine vend son terrain. Le propriétaire qui vient après, il y a plus de chances que ce nouveau propriétaire-là vienne essayer de contester la servitude et que ça se rende jusqu'en cours. Donc, ça, c'est les risques qui sont les plus élevés. Et si on regarde aussi, si on regarde le risque de niveau 3, le risque moyen, on voit aussi que les actions, les pressions externes pour le développement sont des risques qui sont importants pour les organismes de conservation. Donc, on parle de pression de développement ou d'expropriation pour des projets publics, par exemple.
Donc, les types de problèmes juridiques qu'on peut. Ça, c'est donc le graphique d'avant, c'était les risques perçus. Ce deuxième graphique-là, c'est plus les risques réels. Donc, c'est là où il y a vraiment les organismes nous ont dit on a eu ces différents types de problèmes juridiques dans le passé. Donc, 45% ont indiqué qu'ils avaient eu affaire à des problèmes juridiques. Donc, c'est quand même presque la moitié des organismes de conservation qui ont eu à faire face à des problèmes juridiques. Il y a une certaine cohérence avec la diapositive précédente sur la probabilité d'un risque juridique. Donc, on voit que l'intrusion par des tiers, ça reste le problème le plus fréquent, suivi par les contestations des limites et les pressions externes pour l'aménagement. Donc, les contestations des limites, c'est quelque chose qui n'était pas présent dans l'autre graphique, mais on voit que ça reste que c'est effectivement un problème qui est relativement fréquent là où les voisins vont contester les limites des propriétés ou même des propriétaires de servitudes de conservation qui vont contester les limites de certaines zones à l'intérieur d'une servitude. Le financement des coûts de la défense juridique, les organismes qui ont fait face à ce type de problème, ils vont puiser des fonds un peu partout, là. Donc, ça peut être dans les budgets annuels. Ça peut être des fonds de dotation, ça peut être des assurances-titres, des collectes de fonds uniques. Ça doit être extrêmement difficile là, de faire de la collecte de fonds pour financer des problèmes juridiques. Dans certains cas, même des lignes de crédit. Alors, on sait que potentiellement, ça pourrait générer beaucoup de frais, d'intérêts et des services juridiques bénévoles. Donc, on voit que quand ça arrive, là, des fois, les organismes ont de la misère, ils sont obligés de se retourner un peu partout pour essayer de trouver des fonds là où c'est possible d'en trouver. Évidemment, sans surprise, là, les coûts principaux, c'est les honoraires d'avocat, mais on voit également les frais de personnel supplémentaires et de sous-traitance. Donc, les sous-traitances, ça peut être des évaluateurs agréés qui vont venir évaluer la valeur des dommages ou la valeur de restauration des écosystèmes. Et on peut voir ici là, dans la citation qu'effectivement, c'est pas seulement des coûts monétaires, ça peut être des coûts auprès des employés. Donc, c'est très drainant pour des employés d'avoir à supporter des processus juridiques, là. Euh, donc, tout ça, ça doit être pris en compte. Parfait. Donc, bientôt, on va changer d'interlocuteur. Vous allez entendre parler des travaux de Sylvain. Mais on a regardé principalement, là, on a regardé les différentes options en termes d'assurance pour la défense de la conservation. Donc, en général, là, il y a un appui en faveur d'une approche d'assurance pour répondre à cette préoccupation. Et on a regardé les considérations relatives à l'auto-assurance, le partage des coûts, mais plus en détail, on a regardé l'assurance captive et réciproque. Et je vais laisser Sylvain premièrement se présenter et ensuite vous expliquer là, de quoi on parle quand on parle d'assurance captive ou réciproque. Sylvain. Merci Charles. Alors, Sylvain Dion, actuaire de profession et président d'une firme de conseil Dion Stratégique, une firme indépendante de consultation. Alors, j'ai travaillé dans les 2 dernières années de près avec le centre pour parler de solutions. On est encore au stade de faire une analyse actuarielle. Mais à ce moment-ci, si vous regardez la présentation, je pense que vous êtes familier de façon générale. La réglementation des assurances se fait au niveau provincial, au niveau fédéral, dépendant de la charte des compagnies d'assurance. Au Québec, naturellement, c'est l'autorité des marchés financiers qui gère tout ça. Et puis, mais on est familier aussi avec des, que j'appellerais des assurances traditionnelles, assurance vie, invalidité, ce genre de choses-là. C'est un côté de la médaille, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Assurance générale, c'est tout ce qui concerne la propriété, la responsabilité des titres. Alors, ce qu'on discute aujourd'hui, c'est très spécifique comme produit, mais ça fait partie des assurances générales. La chose que vous êtes peut-être pas aussi familier avec, c'est que naturellement, il y a les compagnies d'assurance traditionnelles comme Intact, Desjardins, etc. Mais il y a tout un segment qui est autorisé
par les lois d'assurance qui a rapport à des véhicules d'assurance qui sont contrôlés par les titulaires de police. Alors, quand on parle de captive et réciproque, je vais revenir à ça, c'est des véhicules qui sont contrôlés, mais réglementés, mais qui sont contrôlés par les titulaires de police. Et puis, la réglementation peut varier par province. Certainement, la réglementation au Québec est différente d'ailleurs au Canada. Un, parce que le Code civil, naturellement, est très différent du common law. Alors, il faut reconnaître ça là, dans les études qu'on va faire. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de captive. Pourquoi qu'on utilise le terme captive? C'est captive, ça veut dire captive aux intérêts d'un groupe en particulier. Alors, les fiducies en propriété, vous êtes un groupe, un secteur, et puis s'il y avait un véhicule d'assurance qui était créé pour votre groupe, ça serait une captive dans un sens parce que vos intentions, c'est de ne pas décrire de l'assurance de façon générale pour tout le monde, c'est simplement de bien servir votre secteur. Et puis, ces genres de véhicules-là peuvent être établis de façon but non lucratif versus but lucratif. Et puis, je vais vous donner des exemples un peu plus tard par rapport à ça. Si on va à la prochaine page, alors, pourquoi considérer ce genre de véhicule-là? Je peux vous dire, vos besoins sont tellement spécifiques que je ne pense pas qu'ils sont adressés dans le moment dans le marché de l'assurance. Alors, ça serait une colline assez élevée à surmonter dans le marché de l'assurance. Mais souvent, ces solutions-là de véhicules captifs ou réciproques, c'est quand le coût de l'assurance individuelle ou commerciale est trop dispendieux ou qu'elle n'est pas offerte. Et puis, ou les assureurs aiment beaucoup avoir des exclusions de police et des fois, ça élimine des couvertures qui sont essentielles dont les titulaires ont besoin. Et puis, si vous regardez au Québec ces situations-là, ben, l'Union des municipalités a été obligée de créer sa propre captive à un moment donné parce que l'assurance était difficile à obtenir. Les professions libérales, les avocats, les notaires ont créé leur propre fonds d'assurance, dans certains cas, leur propre captive. Alors, c'est des véhicules qui sont utilisés au besoin. Et puis, la captive, comme j'ai mentionné, est seulement en rapport avec les intérêts communs d'un groupe homogène. C'est important. On ne veut pas mélanger des chauffeurs de taxi avec des fiducies de propriété. Alors, il faut que ça s'applique. C'est une façon d'augmenter le pouvoir d'achat d'un groupe en combinant nos intérêts ensemble. Prochaine page. Alors, comme j'ai dit, les réciproques ou les captifs sont des groupes d'entreprises ou organismes qui se rassemblent pour effectuer un transfert de risque. Et puis, c'est régi, dans le cas d'une réciproque, par un accord de souscription. Euh, c'est une solution de rechange au marché traditionnel. On a mentionné que c'était utilisé quand le marché traditionnel ne répond pas aux besoins des titulaires. Euh, alors, dans une entente comme ça, vous êtes un peu assuré et assureur. Je m'explique un peu. Assuré, naturellement, vous voulez acheter de l'assurance, mais quand on partage les risques ensemble, vous êtes un, un assureur en fractionnement, si on peut dire, parce que il y a une responsabilité financière pour s'assurer que ce véhicule-là va fonctionner, mais c'est géré par une gouvernance, ce n'est pas géré de façon individuelle. Comme j'ai mentionné, ça a été utilisé par différents groupes. Les conseils scolaires, les universités se sont regroupés dans des captives et des réciproques. Euh, Terra Firma, si vous avez entendu parler de ça, c'est une organisation qui est exactement axée sur quoi qu'on parle.
les défenses de propriété. Très grand succès financier, naturellement dans un environnement différent aux États-Unis, mais un concept, un exemple de concept qui s'applique dans votre secteur. Prochaine page. Alors, ça, c'est les avantages. On n'est pas, comme je vous ai mentionné, nous autres, on est des conseillers indépendants, alors on n'est pas des promoteurs de captive ou de réciproque. C'est une façon, c'est de trouver le bon véhicule d'assurance qui va servir vos besoins. On pense que dans ce cas-ci, un véhicule qui est contrôlé par le secteur, c'est ça que ça devrait être. Et puis, vous pouvez voir les points positifs qui pourraient résulter de ça. Et puis ça, c'est prouvé par les exemples que je vous ai mentionnés, c'est la stabilité des prix, puis la capacité d'assurance, qui des fois dans le marché traditionnel d'assurance a des gros chocs. Peut-être certains d'entre vous ont été exposés à ça là, au cours des 3 dernières années, là, des grosses augmentations de prix. Je ne parle pas au point de vue personnel, mais au point de vue commercial. La flexibilité, naturellement, de créer quelque chose dont l'industrie ou le secteur a besoin. Créer, couvert des risques de façon raisonnable qui ne pourraient pas être assurables dans le marché traditionnel. Les risques uniques, je pense que vous représentez quelque chose de pas mal unique. Puis naturellement, s'il y a des profits et des revenus de placement par rapport à ces arrangements-là, vous gardez le contrôle de ça. Et puis la même chose au niveau les Anglais diraient le cash flow, la trésorerie, c'est tout sur le contrôle de la captive ou de la réciproque. Et puis finalement, à ne pas négliger là-dedans, c'est que Charles parlait, je pense, 157 fiducies. Quand vous avez un problème légal, ça doit être assez difficile, à moins que vous ayez une grosse fiducie. Vous essayez de sauver au niveau des frais légaux, peut-être pas engager les experts appropriés, ou vous laissez tomber. Alors, un des avantages importants de tout ça, c'est par la centralisation, vous avez accès aux meilleures ressources à un meilleur prix, mais aussi vous évitez que des précédents soient créés qui peuvent causer un dommage à votre secteur dans le futur. C'est un des plus gros avantages, d'après moi. Et puis aussi, la réciproque ou la captive donne accès directement au marché de la réassurance. Pourquoi c'est important? Bien, si vous avez besoin de couverture catastrophique par rapport à ces choses-là, bien, vous avez accès directement au marché de gros, si on peut dire, qui sont les réassureurs au lieu du marché de détail, qui sont les assureurs. Prochaine page. Alors, ça, c'est en allant de l'avant, naturellement, l'analyse actuarielle, mais aussi penser aux questions de gestion de gouvernance. Quelle va être la couverture dans les détails? Qui va être admissible? Euh, la gestion des réclamations, les réclamations. Puis ça va être un autre facteur de s'assurer pour les réclamations au Québec d'avoir une gestion qui est axée sur le Code civil. La capitalisation, est-ce qu'on a besoin de capitalisation? Habituellement, ces arrangements-là spéciaux demandent une capitalisation moindre qu'une compagnie d'assurance commerciale parce que vous ne faites pas affaire avec réellement le public. Comment on finance ça au niveau des primes à long terme? Quel risque on assume? Quel risque on réassure? Il y a des investissements, quels sont en politique, puis les placements qui devraient être considérés. Et puis, naturellement, l'analyse actuarielle et de rentabilisation pour s'assurer que ce véhicule-là va fonctionner de la bonne façon. Merci Sylvain. Je vais continuer pour les recommandations de prochaines étapes. Donc, en premier, on va regarder les recommandations de prochaines étapes générales, puis par la suite, on va regarder les actions qui vont être menées spécifiquement par le Centre pour la conservation des terres dans les prochains mois. Donc, en général, il faut réaliser une analyse actuarielle et une analyse de rentabilisation d'ici la fin mars 2025. Ça, c'est des délais qui sont fixés par Environnement et Changement climatique Canada qui finance en partie l'analyse. On va avoir des discussions confidentielles et c'est là où vous avez un rôle à jouer avec des organismes de conservation pour recueillir des informations sur la fréquence et la gravité des problèmes juridiques. Donc, on veut vraiment aller plus dans le détail là, que ce qu'on a pu faire au niveau des sondages.
Et on est tout à fait ouvert là, à signer des ententes de confidentialité si ça peut vous rassurer et vous permettre de partager ces informations-là. Et l'analyse actuarielle et de rentabilisation est nécessaire à l'obtention d'une autorisation réglementaire provinciale. Donc, on n'a pas le choix de faire cette étape-là. On va mettre en place une équipe de représentants d'organismes de conservation pour orienter les prochaines étapes. Donc, ça va être vraiment à vous là, de siéger sur cette équipe-là pour diriger le processus. Si un service d'assurance doit être mis en place, il va falloir veiller à ce que la capitalisation initiale soit suffisante pour venir baisser les frais d'adhésion annuels. Donc, plus on a un gros capital au début, plus les frais annuels vont baisser. Donc, on va essayer de financer, c'est ça, il va falloir financer ça autant que possible. À partir de printemps 2025, on va faire des consultations auprès d'organismes de conservation afin d'évaluer l'intérêt à participer à un programme d'assurance. C'est là qu'on va décider si on lance ou non le processus de réglementation provinciale. Et même si tout ça n'a pas lieu, il faut toujours continuer à assurer l'accès de l'information, la formation en matière de gestion des risques. Et il faut mentionner que les alliances, l'Alliance canadienne, les alliances provinciales font déjà un travail en cette matière et il faut continuer à partager cette information et à former les acteurs du milieu. Donc, spécifiquement, le Centre pour la conservation des terres, on va travailler dès maintenant à l'obtention de fonds supplémentaires pour venir compléter le montage financier nécessaire à la réalisation de l'analyse actuarielle et de rentabilisation. On va conclure un accord avec notre conseiller en assurance pour les analyses. On va continuer à travailler avec les 4 alliances pour s'assurer que les informations sont partagées avec les organismes de conservation. On va mettre en place et soutenir l'équipe d'orientation. Et si jamais le service d'assurance est accepté par la communauté, on va participer à l'effort de financement pour soutenir le processus de réglementation provinciale. Alors, quel est votre rôle? Ça serait de rentrer en contact avec nous. Vous voyez le courriel ici. Fournir des réflexions, suggestions sur les sources potentielles de financement supplémentaires. Il y a des organismes qui nous ont suggéré de contacter des compagnies d'assurance. Donc, n'importe quelle suggestion comme ça auquel on n'aurait peut-être pas pu penser. Envisager de vous porter volontaire pour faire partie de l'équipe d'orientation. On recherche une équipe représentative, donc que ce soit représentatif des différents types d'organisations ou de la représentation géographique. Donc, évidemment, on veut avoir des représentants du Québec pour s'assurer que, bon, c'est sûr qu'on va évidemment représenter vos intérêts, mais spécifiquement là, que les décisions qui vont être prises vont prendre en compte le droit civil qui est spécifique au Québec. Donc, on vous remercie d'avance de partager ces informations de manière confidentielle avec, donc, si vous décidez de vous engager avec nous, c'est Sylvain, notre conseiller en assurance, avec qui vous allez travailler pour clarifier la fréquence, la gravité des problèmes juridiques. On est intéressé aux trucs plus vieux, aux trucs plus récents, donc toute l'information que vous pouvez nous donner va être appréciée. Alors, on a encore passablement de temps pour les questions. Même chose, vous pouvez ouvrir votre micro ou partager des questions par écrit. Tout était clair? Ah, on a une question. Merci, Bruno. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Merci Charles et merci Sylvain pour la présentation. C'est super intéressant. C'est la deuxième, là, je crois, à laquelle j'assiste et je comprends toujours un peu mieux à chaque fois dont il est question. Peut-être ma première question pour Sylvain, c'est quelle forme juridique ces assurances réciproques ou ça ressemble à quoi dans la vraie vie, la forme juridique de ces formes d'assurance? Dans le cas d'une réciproque,
c'est une entente de réciprocité, qui est le document légal entre les participants qui sont d'accord pour échanger des risques entre eux autres. Dans le cas d'une captive, ça serait plus une entente. C'est une compagnie mutuelle. Les gens sont des titulaires de police à l'intérieur d'une compagnie mutuelle. Si c'était une compagnie à capital action, naturellement, ce seraient des actions qui seraient possédées. Mais dans votre cas, moi, je vois ça comme étant ce véhicule-là va être à but non lucratif et puis va avoir peut-être plus la forme d'une mutuelle ou d'une entente de souscription. OK, merci. Et ma deuxième question est plus générale pour CLC. Dans le cadre de toutes les démarches que vous avez entreprises, est-ce que vous pensez qu'il y a des fondations canadiennes qui pourraient être intéressées à faire, disons, un bon investissement dans de tels projets? Je sais qu'on compte souvent sur les financements des gouvernements. Mais est-ce qu'au niveau privé, vous avez trouvé un certain intérêt pour un des deux, soit l'assurance ou les fonds de dotation? Je vais passer la parole à Bob. Pas que c'était une tomate, là, mais c'était une bonne question. Oui, merci Bruno. C'est clair pour nous que les fondations communautaires sont bien intéressées dans une initiative nationale de fonds de dotation. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une grande surprise. Nous n'avons pas discuté un programme d'assurance avec les fondations communautaires. C'est juste concernant les fonds de dotation. Si j'ai bien compris votre question, mon ami. Oui, c'est très bon. Oui, merci Bob. Et c'était tout pour moi. Sinon, au niveau des autres participants, est-ce que tout était clair? Et peut-être, Charles, je te remercie beaucoup, Bruno, pour ton appui à ce projet. Ce serait impossible sans votre appui et les fonds de ton ministère. En fait, si on n'a pas d'autres questions, encore une fois, merci pour votre attention. On vous invite à vous inscrire à notre infolette ou à nous envoyer un courriel si vous voulez participer. Et merci encore une fois à Environnement Changement Climatique Canada pour leur support. C'est tout pour nous. Merci. À la Au prochaine. plaisir. Merci. Merci. Merci, Charles. Plaisir. Merci, Charles et Sylvain. Merci pour la présentation. Plaisir. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Aussi. Vous aussi.